Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Tête à Tête. Je suis aujourd'hui au bord du lac d'Annecy, un lieu connu de tous et chéri par mon invité du jour. Bonjour Antoine Ménage. Bonjour. À la fois explorateur et funambule, vous êtes un highliner. Cela signifie que vous marchez, vous flottez sur une sangle qu'on appelle une slackline. Déjà pour commencer, pour moi qui suis étranger à cette pratique, j'ai du mal à comprendre comment on fait pour tenir sur cette ligne. Alors en effet, voici une slackline, donc c'est une sangle qui fait 2 cm et demi. L'idée en fait c'est un funambulisme des temps modernes, c'est-à-dire qu'avant on utilisait, enfin toujours maintenant, mais en tout cas il y a cette discipline qui est vraiment le câble, où on tend un câble très très fort, on va utiliser un balancier pour s'équilibrer. Et il y a cette discipline qui est la slackline, c'est une sangle qui va être molle et qui va en fait sur laquelle on va marcher en utilisant juste nos bras et notre corps. Le fait que la sangle soit molle, elle nous permet un petit peu de contrebalancer nous-mêmes avec notre corps. Chercher l'équilibre, voilà, c'est un petit mélange entre effort on va dire, physique et l'équilibre un peu plus interne. J'imagine que vous avez toujours baigné dans ce milieu-là quand on vient d'Annecy, dans toutes les disciplines outdoor. Et vous avez commencé à 15 ans la slackline. Quelles ont été vos premières émotions? Ouais, j'ai commencé, alors moi je fais de l'escalade depuis que je suis tout petit. En effet, je baigne un petit peu dans ce monde de l'outdoor. Et puis à un moment, j'ai eu besoin, je pense, d'avoir mon petit sport à moi. J'ai découvert la slack. Et au début, j'ai pas du tout aimé. J'ai essayé une fois, ça m'a vite découragé parce que j'y arrivais pas. Donc j'ai arrêté. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai vu un film qui s'appelle I Believe I Can Fly, qui est un film de Seb Montas qui est assez connu dans le milieu de la slackline. Et ce film-là, il m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux. Et je me suis dit, ok, il faut vraiment que je m'y remette et que j'essaye ça. J'en ai refait et puis là, j'ai commencé à réussir à marcher. Et puis finalement, après, je me suis jamais arrêté. Est-ce que pour cette pratique, du coup, il faut un déclic? Alors je pense qu'au début c'est toujours très difficile. Quelqu'un qui va essayer dans un parc au sol, il va avoir les jambes qui vont bouger énormément, ensuite il va pas réussir à marcher. Ça demande, je dirais, une demi-journée de préparation et vraiment de détermination qui vont être pas forcément les plus agréables parce qu'on va pas y arriver. Et à partir de cette demi-journée, on va commencer à pouvoir marcher sur 5, 6, 7 mètres. Et après ça, finalement, on essaie d'aller toujours plus loin, quoi. Donc il y a cette petite demi-journée au début qu'il faut dépasser. Et derrière, finalement, ça va mieux, quoi. Est-ce que c'est d'abord le mental qui doit primer avant le physique, du coup? C'est un mélange des deux. Sur le départ, il y a quand même cette notion physique parce qu'on n'a pas certains petits muscles, notamment les muscles des chevilles, qui font qu'au début, la sangle elle va énormément trembler. Donc physiquement, il faut quand même vraiment réussir à dépasser ça et puis à travailler ses muscles. Et puis après, oui, forcément, le mental, il va un petit peu jouer sur la détermination, quoi. Et justement, est-ce que de fil en aiguille, vous apprenez à mieux vous connaître aussi vous personnellement, plus on prend confiance sur la ligne? Oui, alors je pense qu'il faut quand même séparer deux choses. Donc il y a le sport, on va dire, de la slackline qui est la marche au sol. Et il y a la highline qui est la discipline, on va dire, majeure où on fait ça au-dessus du vide. Et on est quand même sur deux sports complètement différents. Un sport où on va être vraiment sur quelque chose de physique, de marcher au-dessus du sol où finalement il n'y a pas beaucoup de risques. Alors après, il y a quand même un risque de chute où on peut se faire mal, mais en tout cas, on n'est pas au-dessus du vide. Et après, il y a la discipline qui est la highline où là, on est attaché, on est au-dessus du vide. Et là, il y a un dépassement et une recherche vraiment de gestion de ses émotions, de gestion de ses peurs, qui est beaucoup plus impressionnante, qui était beaucoup plus importante qu'au sol où finalement on va juste travailler son équilibre et travailler sa force. Et comment on passe du coup de la slackline à la highline? Alors moi quand j'ai commencé, ça m'a pris 1 an tout simplement parce que je connaissais personne qui en faisait au-dessus du vide, on n'était quand même pas beaucoup sur Annecy à en faire. Et du coup au début j'ai dû un petit peu découvrir le milieu, rencontrer des gens, finalement des gens qui n'en avaient pas fait non plus trop et on est allé au Parmelan, on a découvert ce sport un petit peu en pionnier en se disant comment est-ce qu'on installe ça. On a cherché un peu des tutoriels qu'il y avait sur internet ou des trucs, mais on n'a pas eu, on va dire, de grands formateurs ici parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait et on s'est un petit peu débrouillé tout seul. Donc voilà comment on est passé un petit peu du sol à la highline. Vous avez utilisé le terme de pionnier. Est-ce que vous vous considérez comme un pionnier à votre façon d'une des disciplines qui touche à la montagne aussi, comme il y a on va dire, plusieurs années, les premiers alpinistes? Alors pionnier, moi je pense pas parce que je suis quand même arrivé, la slackline a été créée en 2000, elle a été créée dans les années 80 aux États-Unis. En gros, elle a apparu à peu près dans les années 80 aux États-Unis. En France, elle est apparue en 2005 avec une marque qui était à Constante-Colombe, à Faverges, Slack FR, qui était du coup une marque locale.
Et moi, je suis arrivé 5-6 ans après avec finalement déjà quelques highlines qui étaient installés. Il y avait déjà des pionniers comme Julien Millot, Tancred Mellet, qui sont un petit peu des locaux, qui eux vraiment ont fait évoluer le sport, en tout cas au début, ont créé le sport ici en France. Moi j'ai plus, je pense, permis, ou en tout cas aidé à le développer, à peut-être le rendre aussi un petit peu plus connu, et notamment autour d'Annecy, où je pense que j'ai ouvert une vingtaine de lignes autour d'Annecy, des lignes qui n'avaient jamais été mises, où du coup j'y suis allé avec un perfo, avec de quoi pouvoir l'installer et puis pouvoir dire après aux gens, ok, bah, y a une ligne qui est existante ici, ici, vous pouvez y aller et installer avec votre matériel, mais à un endroit qui a déjà été fait, quoi. Donc je l'ai développé, mais par contre je ne pense pas avoir été un pionnier, vraiment en tout cas au tout début. Il y avait encore quelques années avant des gens qui le faisaient déjà. Mais avant d'être sur sa ligne, il faut avoir le matos dans le dos, il faut faire de la randonnée, faire de l'alpinisme peut-être des fois aussi. Il y a tout ça avant. Oui, alors selon les spots, hein, les endroits dans lesquels on va, en effet, on est forcément obligé de mélanger des disciplines. Et c'est moi ce qui me plaît dans l'highline, c'est pas seulement marcher sur un fil, c'est tout ce qu'il y a avant l'installation et tout ce qu'il y a avant le fait qu'on se lève sur cette sangle. Et c'est vrai que notamment à Annecy, voire même à Chamonix, on est sur des lignes qui en général demandent au moins de la marche, mais ça peut être de l'escalade, ça peut être un accès en vélo, en ski de rando, en alpinisme, avec voilà, les crampons, les piolets. Et ça c'est intéressant parce que chaque ligne finalement est un petit peu spécifique sur comment on y accède et ensuite comment on installe cette ligne, quoi. Et du coup en montagne vous pratiquez, comme on l'a dit, la highline, c'est très longue distance. C'est aussi une manière pour vous de dompter la peur, de faire toujours de plus longues lignes? Alors je pense que la distance n'amène pas forcément de la peur. Ce qui va amener de la peur, c'est plus la hauteur, l'exposition qu'on a et ensuite la façon dont la ligne est installée. Il y a des lignes par exemple à Chamonix qui vont être un petit peu moins bien sécurisées, on va dire, que des lignes ici où on a beaucoup plus mis de points d'ancrage, etc. Donc la peur elle vient surtout de ça, de la sécurité, de cette sensation de ok, est-ce que je suis en danger ou pas. La distance ça va plus être quelque chose de mental, de dire ok, est-ce que je suis capable de traverser cette longueur là parce que ça prend du temps, parce que c'est physique, et ensuite est-ce que je suis capable de la traverser sans tomber. Il y a aussi quelque chose de différent. Il y a pouvoir traverser une ligne et il y a pouvoir la traverser sans tomber. Ce qui est quand même deux choses différentes mentalement. Il y a un dépassement qui est quand même énorme à essayer de traverser une ligne sans ce qu'on appelle le send, c'est-à-dire sans tomber du début à la fin. Et là, mentalement, plus on avance de la fin, plus le cerveau il dit mais tu peux le faire, et du coup on commence à paniquer, on commence à trembler, les muscles commencent à trembler, donc du coup ça fait un petit peu plus bouger la sangle. Donc il y a ce côté un petit peu pure de la traversée sans tomber qui est forcément plus engageante mentalement, quoi. Et la palette est très large finalement de possibilités. Alors la palette est très large, surtout qu'on est quand même sur un sport qui a au maximum une vingtaine d'années. Donc en fait, par rapport à l'escalade par exemple, où il y a déjà énormément de voies qui ont été ouvertes, nous ici on regarde les montagnes, on dit ok, là il y a une possibilité, là il y en a, là il y en a. Et au final on a encore énormément de possibilités ici autour d'Annecy, que ce soit sur des petites lignes qui vont faire 15 mètres ou sur des lignes encore plus longues. Et ça, ouais, quasiment, je dirais tous les mois on ouvre une nouvelle ligne et des projets dans la tête, il y en a plein, quoi. Et justement, vous avez installé vos lignes sur les aiguilles d'Arves, les Dents de l'Enfant ou encore le glacier d'Argentière. La highline, pour vous, est-ce que c'est une manière de sublimer ce paysage, notre paysage local des Pays de Savoie? Alors moi je suis photographe et vidéaste à côté et c'est vrai que pour moi c'est un sport qui amène énormément d'esthétisme et qui est qui est complètement lié, dépendant de l'univers dans lequel il est et du coup du paysage. Et je ne me verrais pas installer une highline dans un endroit qui n'est pas beau esthétiquement de par son paysage. Donc en effet c'est complètement pour sublimer un paysage. Ouais. Et même dans ma façon en tout cas de prendre les images, de prendre des photos, en général le eyeliner est toujours en petit dans le paysage et finalement c'est juste ramener une petite touche de folie en fait dans un paysage qui déjà est magnifique. Et ça, ouais, je trouve ça assez beau. Ouais. Et pour revenir du coup sur ce paysage-là, je pense que vous n'allez pas dire le contraire, que c'est un des plus beaux du monde. Ah bah ça, je prêchais à un convaincu, ouais. C'est sûr que c'est magnifique, on a énormément d'endroits où on peut faire beaucoup de choses. On est aussi quand même autour d'Annecy, dans des endroits qui sont assez accessibles, même en escalade, on n'est pas
c'est pas glaciaire, on n'est pas non plus sur des choses qui sont trop dangereuses, mais malgré tout, on peut vite vivre des voyages qui sont exceptionnels à 5 minutes de la maison. Moi, j'habite à Annecy et ça m'arrive de partir en vélo et puis de monter, de grimper. L'autre fois, là, on est parti en vélo électrique, on a grimpé les dents de l'enfant, on a installé une highline. J'ai un copain qui a décollé en parapente de là-haut. C'est assez fou de se dire qu'on vit vraiment des aventures humaines et ça à 2 pas de la maison, quoi. Et vous l'avez dit, du coup, la highline, elle s'est faite connaître grâce à l'image, aux photos, aux vidéos, aux reportages, où là, on a d'ailleurs fait votre métier. Est-ce que, selon vous, la pratique de la highline et la pratique de la production audiovisuelle, c'est complémentaire? Ou en tout cas pour vous? Je pense que c'est complètement complémentaire, alors pour différentes raisons. Déjà parce que c'est un sport qui est quand même assez facile à prendre en image une fois qu'on est là-bas. Par exemple, l'escalade, quand on grimpe, en général on est 2 et c'est compliqué d'avoir quelqu'un qui prend des photos en plus. En général, les photos vont être assez difficiles à faire. Il va falloir qu'il y ait un photographe extérieur qui vienne, qui se pende à une corde pour faire des photos de la cordée. En highline, finalement, on installe et une fois qu'on installe, chacun son tour, les gens vont sur la ligne. Ce qui, moi, me laisse du temps, pendant que les copains sur la ligne, de me balader et de faire des photos. Donc pour ça, en effet, je trouve que c'est assez facile. Et après, alors attends, j'ai oublié la question. Oui, du coup, je disais que je me rappelle, oui, c'est assez complémentaire à être vidéaste et être funambule sur les lignes. Et après, je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'assez pur dans ce sport. Parce que cette notion d'équilibre, cette notion de relier un point A à un point B, cette notion d'esprit d'équipe, quand on installe la ligne, etc., parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, mais en même temps de moments où on est tout seul sur la ligne et où là on peut compter que sur soi-même, c'est des messages qui, de par l'image, peuvent parler à énormément de gens. Et pas seulement à des gens qui pratiquent ce sport, pas seulement à des gens qui pratiquent les sports outdoor, ou même pas seulement à des gens qui pratiquent le sport en général. Quelqu'un qui ne va pas du tout pratiquer du sport, finalement en voyant ce sport, moi j'ai des gens qui m'ont dit ça me parle, marcher sur une sangle, cette notion d'équilibre elle me parle alors que je ne connais rien du tout à cet univers. Et c'est ça que je trouve ça beau dans ce sport, c'est que par l'image on peut raconter des choses, on peut faire passer des images qui vont parler à beaucoup de monde sans pour autant parler à des experts. Et enfin, on sait que vous avez un imaginaire sans limite. Est-ce qu'on peut parler de vos prochaines ambitions, vos prochains projets dans les mois à venir? Oui, alors dans les mois à venir, alors c'est encore des projets qui sont à l'état de projet parce qu'on a des besoins en autorisation qui sont encore pas faits, mais j'ai un copain, Julien Roux, qui est en train d'organiser le projet de la traversée du lac, donc qui serait un potentiel record du monde, une ligne de 2,6 km qui serait quand même à 300 mètres de haut, hein, en gros entre Douin et Talloires. Et ça, moi j'aimerais bien en faire un film, autant sur le projet que sur toute l'histoire de la highline qui finalement est née un petit peu en France autour d'Annecy. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis aussi de Julien qui est un highliner qui a une histoire à lui et puis qui est intéressante à raconter. Donc ça c'est un projet qui va nous prendre on va dire pas mal d'énergie s'il se fait, si on a toutes les autorisations d'ici quelques semaines voire quelques mois. Donc voilà, ça c'est un petit peu le prochain projet et bien sûr j'irai quand même sur la ligne voir un petit peu ce qui se passe sur une ligne de 2,6 km parce que personne en tout cas n'a jamais marché là-dessus. Et en tout cas ça nous met l'eau à la bouche. Merci beaucoup Antoine Ménage de nous avoir reçus et à très vite. Merci et à bientôt sur une ligne ou ailleurs. Et c'est la fin de ce numéro dans Tête à Tête. Je remercie Xavier Bouquet, Lola Corazza et Hugo Goncalves qui assuraient aujourd'hui la technique. Et moi je vous dis à très bientôt sur notre antenne.